On va enchaîner tout de suite avec Nicolas Faure, qui est le nouveau présentateur d'Immédiat sur TV Liberté. À ne pas manquer Immédiat pour décrypter toute la désinformation dont on nous abreuve. Et là, il va nous parler de façon de contourner la censure. Exactement. Bonjour à tous. 20 secondes pour dire que vous avez vu à quel point Éric Zemmour est célèbre. On lui met son livre au fond de la FNAC. Moi, quand je suis allé à la FNAC pour demander mon livre, on m'a dit « il n'existe plus ». J'ai dit « ah bon, mais vous savez que ça peut se commander chez l'éditeur ». On m'a dit « l'éditeur est mort ». Donc j'ai appelé mon éditeur qui est dans la salle pour lui apprendre la mauvaise nouvelle. C'est très difficile d'être publié en France. Alors pour revenir sur les propos d'Éric Zemmour, Éric Zemmour qui a appelé à investir les interstices qui nous sont encore offerts, eh bien c'est tout l'objet de ma présentation sur le contournement de la censure numérique, avec quelques conseils pratiques et qui répondront d'ailleurs notamment à quelques questions qui ont été posées tout à l'heure, de manière peut-être pas entièrement précise, mais peut-être, je l'espère, satisfaisante. Tout d'abord, il faut partir d'un constat très simple, c'est que l'État français, et plus largement l'ensemble des États européens occidentaux actuellement malheureusement, sont des ennemis de nos idées, des ennemis mortels. C'est-à-dire que ceux qui détiennent tous les pouvoirs aujourd'hui veulent notre mort sociale pour commencer. C'est clair et net, et ça on le voit avec cet essor de la censure. Il est donc fondamental de leur donner le moins de prise possible, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, on l'a vu avec par exemple l'identitaire, il y a des risques judiciaires derrière. Donc la première idée, c'est d'utiliser des moyens techniques pour se soumettre à l'emprise de l'État et des GAFA, parce que avant de contourner la censure, il faut déjà lui donner le moins de prise possible. Alors, on a parlé dans les questions qui étaient adressées après la table ronde des alternatives à Google, par exemple. Eh bien, des alternatives à Google, elles peuvent exister. Alors, c'est pas dans ces images-là, mais c'est une dame qui a parlé d'utiliser le moteur de recherche Qwant en critiquant Google. C'est vrai que Google, aujourd'hui, enregistre toutes vos recherches, l'adresse IP, l'heure et l'intitulé de la recherche. C'est-à-dire qu'on a eu des cas, par exemple pour le moteur de recherche AOL, qui est maintenant décédé, mais voilà, de fuite de données avec l'entièreté de ces données qui étaient disponibles, avec l'adresse IP de l'internaute, l'heure de la recherche et l'intitulé de cette recherche. C'était donc dévastateur pour plein de personnes qui recherchaient des informations parfois anodines, mais parfois beaucoup plus compromettantes, et c'était donc un drame possible. Donc ça, c'est très important, surtout quand on est dissident, de laisser le moins de traces possible aux GAFA, qui, on l'a vu précédemment, n'ont qu'une envie, c'est de nous écraser. Donc il faut chercher des alternatives concrètes. Alors Qwant, c'est une possibilité, mais personnellement, je pense qu'elle n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que déjà c'est une entreprise française qui est soumise au droit français et au droit européen et qui est donc peu protectrice en matière de données, en tout cas pas autant que d'autres. C'est-à-dire que c'est mieux que Google. Voilà. Et il y a aussi une autre chose, c'est que Qwant a son propre moteur de recherche. Or, il faut l'avouer, malheureusement, et c'est la force de Google, il est moins performant que celui de Google, ou en tout cas on n'a pas du tout les mêmes résultats, et ça c'est très gênant. Donc, enfin très gênant, en tout cas pour beaucoup de personnes, puisque Google, malheureusement, ils mettent des millions, des centaines de millions d'euros chaque année pour perfectionner leur moteur de recherche. Donc c'est compliqué, malheureusement, aujourd'hui de s'en passer. Maintenant, il existe une alternative qui s'appelle Startpage, donc ça s'écrit comme ça se prononce, Startpage, pour ceux qui ont un mauvais accent, et qui est un moteur de recherche qui anonymise toutes les recherches Google. C'est-à-dire que quand vous tapez votre recherche via Startpage, vous avez les mêmes recherches, les mêmes résultats que Google, sans donner vos données personnelles à ce mastodonte qui en veut à votre vie privée. Startpage. S-T-A-R-T-P-A-G-E. S-T-A-R-T-P-A-G-E. .com, je crois que c'est .com. Alors le principe est simple. Aucune information personnelle récoltée. C'était par exemple le moteur de recherche par défaut pour le logiciel Tor, voilà, pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment pas mal. Et donc anonymisation totale, c'est-à-dire que voilà, votre recherche n'est jamais reliée à votre adresse IP, ni même à l'heure. Donc ça c'est très important, et c'est un premier geste dissident à faire pratiquement. Ensuite, il y a un autre aspect de la domination de Google, outre le moteur de recherche, c'est bien sûr les mails via Gmail, mais c'est valable pour toutes les autres plateformes de mail, toutes les autres entreprises qui, par exemple, Outlook, Hotmail, etc. Et il est donc il est primordial de
changer au moins pour vos activités dissidentes de fournisseurs d'adresse mail. Alors je vais vous parler de ProtonMail qu'on voit tout en haut de la diapositive. ProtonMail, c'est une alternative à Gmail, par exemple, qui a été créé par 3 scientifiques du CERN, qui étaient préoccupés par l'espionnage de masse organisé par les gouvernements, et notamment le gouvernement américain via la NSA, où il y a eu plusieurs scandales de captation des données. C'était un fournisseur de mails qui a été pensé pour les dissidents, et notamment pour les journalistes, dans les pays du Proche-Orient, notamment les lanceurs d'alerte. Donc, des lanceurs d'alerte, c'est potentiellement ce que vous êtes tous ici. Et qui permet de chiffrer des mails sans aucune connaissance technique. C'est-à-dire que vos mails sont chiffrés, cryptés par ProtonMail sans que vous ayez rien à faire et en toute sécurité, puisque même ProtonMail n'a pas accès aux fichiers en clair, aux messages échangés en clair. Par contre, alors autre chose sur le chiffrement, il est open source, c'est-à-dire qu'il est possiblement auditable par toutes les personnes, donc c'est très important. C'est du chiffrage AES 256, je crois. Enfin bon, bref, je vous passe les détails techniques, mais c'est de la très bonne qualité. À savoir, par contre, et c'est très important à avoir en tête, c'est que le chiffrage n'est disponible qu'entre 2 adresses ProtonMail. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Par contre, il y a toujours un avantage à passer à ce fournisseur, par exemple, c'est que vos données ne sont pas accessibles par Google, par Gmail. Parce que Gmail, aujourd'hui, un simple administrateur Google, il a accès à tous vos mails, tous vos échanges, quels qu'ils soient. Donc quand vous êtes monsieur tout le monde, à la limite, c'est peut-être pas si problématique que ça, quoique, mais quand vous êtes un dissident, c'est évidemment inadmissible. Donc ça, c'est une première alternative possible. Il en existe d'autres, mais c'est celle qui, à mon avis, est la meilleure. Il y a ProtonMail. Il y a ensuite le navigateur Internet que vous utilisez. Aujourd'hui, les navigateurs que vous utilisez, sont certainement possédés par des grandes entreprises et ne sont pas open source. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur votre navigateur Internet peut être enregistré à votre insu et envoyé à des tiers personnes, voire à des États. C'est donc très problématique. Pour cela, vous avez le logo en bas à gauche du logiciel Firefox, donc F-I-R-E-F-O-X, Firefox, qui est un navigateur open source, régulièrement audité par des entités fiables et indépendantes, ce qui est très important, qui est rapide, qui est compatible avec toutes les pages web. Donc, vous le connaissez sans doute parce qu'il est très utilisé. Je crois qu'on est sur entre 20 et 30% de part de marché dans le monde, donc c'est très important. Mais sachez que il n'envoie pas à votre insu de données de navigation à des tiers personnes, donc c'est très important. Alors si vous souhaitez conserver encore un peu plus d'anonymat sur le net, et là je m'adresse vraiment aux dissidents chevronnés, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle un VPN. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est très compliqué à expliquer, mais partons du principe qu'un VPN, ça connecte de manière cryptée votre PC à un serveur, possédé donc par un fournisseur de VPN, et ensuite quand vous visiterez un site, ce sera l'adresse IP de ce serveur qui sera visible. C'est-à-dire que ce n'est plus votre machine qui visite le site, c'est le serveur de l'entreprise Y. En sachant que ce qui est intéressant également, c'est que vu que c'est crypté de la même manière que pour ProtonMail, les données entre votre PC et le serveur de l'entreprise Y, vous êtes invisible en théorie. Il y a évidemment des moyens de contourner, mais pour rester clair, on va dire que c'est quand même un bon moyen de naviguer. Alors ça, c'est quand vous êtes évidemment un dissident chevronné, je l'ai dit, avec des envies par exemple parfois dans des pays qui sont très répressifs au niveau judiciaire, et la France, on vient de le voir, en fait partie, de dire des vérités. Malheureusement, parfois on est obligé de passer par ce genre de choses. Ça permet également, vu que vous vous connectez sur un serveur qui peut être dans un autre pays, comme par exemple l'Angleterre ou le Danemark ou la Hongrie, de voir des sites ou des tweets qui sont interdits en France, parce qu'il y en a beaucoup qui sont interdits en France. Alors, très rapidement, je vous ai présenté ici en haut à droite ProtonVPN, qui est un VPN fourni par le même service que ProtonMail, par la même équipe, et qui est donc de très grande qualité, avec comme principe, comme force qu'il est basé en Suisse, pays qui ne fait pas partie d'accords internationaux de, poliment, de partage d'informations entre les services de renseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 14 pays qui le font de manière très claire et très nette, qui partagent les informations entre services sur les potentiels dissidents dans leur pays, dont la France fait évidemment partie. Donc ça, c'est clair et net. Donc voilà. Et ce ProtonVPN, donc ce VPN n'enregistre pas les données, que ce soit les données de sites que vous visitez évidemment,
ou voilà, toutes vos activités. La seule donnée récoltée par le VPN, c'est le moment, l'heure à laquelle vous l'utilisez, sachant que c'est écrasé chaque fois par la précédente. Donc c'est vraiment, à mon avis, la meilleure option pour les dissidents très chevronnés. Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais il y a eu des questions tout à l'heure sur quand on a un site internet et qu'il est menacé d'être fermé, comment un blog, si vous avez un blog, etc. Quel hébergeur ou quel fournisseur de nom de domaine utiliser pour éviter la censure. Il y a un réseau social dont je vais vous parler dans quelques instants qui s'appelle Gab, c'est la petite grenouille en centre, qui a été censuré récemment par son hébergeur qui était GoDaddy, l'équivalent de OVH en France, c'est-à-dire un fournisseur de nom de domaine, et par son hébergeur de contenu. Et il est parti, alors je vous donne les références, puisque c'était la question, j'avais pas prévu, mais voilà. L'enregistreur de nom de domaine qui lui a accordé l'asile politique, on va dire, c'est un Américain qui s'appelle Epic, E-P-I-K. Donc ça, c'est pour les noms de domaine. Et pour l'hébergement, aux dernières nouvelles, c'est à vérifier, mais c'était Sibyl.li, S-I-B-Y-L.li qui s'en occupait. Voilà, ça c'était les données que j'avais en tête et que quand j'ai entendu la question, ça m'a donné envie d'y répondre. Donc voilà, pour dire qu'il y a toujours des moyens de contourner la censure, même des grands acteurs de l'hébergement du nom de domaine ou de l'hébergement des serveurs. Voilà, c'est des questions techniques, mais bon, il y a toujours des moyens de contourner la censure sur ces questions-là. Alors, outre ces moyens de vous protéger de la récolte de données des GAFA, eh bien, il y a des alternatives aux réseaux sociaux qui existent. Voilà, aujourd'hui, ces fameuses interstices dont parlait Eric Zemmour et dont on parlait d'autres avant moi, eh bien, elles sont encore viables. On peut encore poster plus ou moins sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais malgré tout, la censure s'accélère et on l'a vu dans le dernier discours d'Emmanuel Macron au GovTech Summit à Paris qu'elle va devenir de plus en plus forte jusqu'à en devenir quasiment totalitaire. Donc, il existe des alternatives, des réseaux, comme par exemple Gab, donc c'est dont l'icône de la petite grenouille, qui remplace Twitter, ou par exemple BitChute, dont on voit le logo en haut à gauche, qui remplace YouTube. Alors, je vais vous en parler, mais l'important à savoir, c'est que ces réseaux alternatifs qui permettent aux dissidents de s'exprimer, ils sont encore embryonnaires, ils ont été créés dans les dernières années simplement, pour répondre justement à la montée de la censure, et il est fondamental, même s'ils sont embryonnaires en France encore, il est fondamental de les aider à se développer au maximum. Et il faut les utiliser donc pour les aider à se développer, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée ensemble des alternatives. Et puis pour anticiper la censure, parce que la censure, comme je vous l'ai dit, elle arrive et il faut déjà, anticiper cet après et donc construire déjà des profils sur ces réseaux sociaux alternatifs, en sachant que pour ceux qui par exemple veulent se lancer dans la vidéo, etc., eh bien il y a une alternative à YouTube, il y a une vie ailleurs que sur ces grands réseaux. Alors Gab, c'est donc un réseau de microblogging, comme on dit, c'est-à-dire une alternative à Twitter qui a été créée en 2016 par Andrew Torba, un Américain, suite à la censure de pages républicaines par Facebook, parce qu'il y a aussi de la censure aux États-Unis. Il prône la liberté d'expression totale dans le cadre du premier amendement américain, avec des limites qui sont les appels à la violence, le terrorisme, la pédopornographie, etc. Sachant que ce réseau social, il est attaqué, violemment attaqué. Il a, notamment, pour vous donner une anecdote, il a été créé en début 2016, et puis en décembre 2016, l'essor est très impressionnant, avec une levée de fonds, etc. Et il est viré de l'App Store, c'est-à-dire sur vos smartphones, vous avez des applications, eh bien vous ne pouviez plus le télécharger. Officiellement, c'était pour la présence de contenu pornographique. C'est un réseau social qui était à ses débuts, donc il n'y avait pas une politique de contrôle des contenus qui était aussi bien qu'aujourd'hui, aussi forte qu'aujourd'hui. Et donc, Gab a répondu, a dit, ok, on va mettre en place un dispositif pour enlever les contenus pornographiques. Mais finalement, l'App Store a continué à bannir l'application en évoquant cette fois en fait la vraie raison qui était la présence de discours de haine. Donc c'est-à-dire qu'il y a une attaque qui est forte, mais il faut les soutenir justement, ces réseaux. Alors il y en a d'autres, mais moi je cite celui-là parce qu'il est particulièrement représentatif et que de gros influenceurs, notamment anglo-saxons, s'y trouvent. Je pense notamment à Paul Joseph Watson, où vous avez peut-être déjà vu des vidéos, c'est un homme qui fait des vidéos devant une carte du monde, ou Alex Jones, qui a été banni de Twitter, le créateur du site Infowars. Donc voilà, il y a de gros leaders d'opinion qui y sont, et en France, il y a par exemple, non c'est sur le jeu, mais en France, il y en a quand même d'autres qui y sont. Il y a eu beaucoup de pression sur Gab récemment après l'attentat de Pittsburgh, mais ils tiennent bon et ils ont justement réussi à avoir des hébergeurs de nom de domaine qui les ont soutenus.
Alors, une autre alternative à Twitter ou Facebook, ça aurait pu être le réseau russe VK, Vcontact, que vous voyez en bas à droite. C'est un réseau qui est utilisé par Alain Soral, notamment, après son bannissement de ses pages Facebook. Alors, il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est un réseau qui est russe. Et la Russie, même si elle est mieux notée par Polémia que la France, c'est pas non plus la panacée, il faut se l'avouer. Les pages de sur ce réseau social ne disposent pas de la même influence, de la même audience que Twitter ou Gab, par exemple, Gab dont je vous ai parlé. Donc on est sur quelque chose qui a moins d'influence. Et puis il y a la problématique des modérateurs. J'ai cherché à vous le retrouver, mais j'ai pas réussi. Mais je suis sûr et certain que certains modérateurs de ce réseau, qui a subi des enquêtes de la part des médias français et américains, ne sont pas forcément nos alliés. Alors, on n'est pas dans la même logique que Facebook ou qu'un réseau social français ou américain, mais il y a quand même parmi les modérateurs de ce réseau social des gens qui ne sont pas dissidents autant que nous. Voilà. Alors ensuite, j'ai évoqué l'alternative à YouTube qui s'appelle BitChute, qui a été créée en décembre 2016. Donc on voit qu'en fait toutes ces alternatives ont été créées au même moment. En fait, c'était la montée de la censure au niveau mondial. Même principe que BitChute, que Gab, liberté d'expression totale, avec un système technique de pair à pair qui est en fait de torrent. On a des producteurs de contenu américains qui sont dessus, qui ont été virés de YouTube et qui ont donc décidé de venir sur cette plateforme. Et on a également des producteurs de contenu français. On a par exemple le Lapin Taquin, qui est un producteur de vidéos très très viral, qui font vraiment des centaines de milliers de vues, qui ont fait à l'époque des centaines de milliers de vues sur YouTube et qui est très présent sur Twitter, qui est un très gros influenceur. Et bien lui, il a mis en ligne ses vidéos sur ce réseau. Et chacune de ces vidéos est entre 15 000 et 40 000 vues, c'est-à-dire, c'est moins que sur YouTube, évidemment, parce qu'il n'y a pas la même viralité, mais il y a quand même 40 000 personnes en France qui sont capables de regarder vos vidéos si elles sont satisfaisantes. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à avoir en tête, c'est-à-dire que contourner la censure par des alternatives est tout à fait possible. Bon, maintenant, il faut s'en donner les moyens, il faut les développer, il faut se donner du mal, mais on est tous là pour. On sait bien qu'on est dans l'adversité un peu. On sait qu'on remonte contre le vent. Et puis, plus important encore, il est encore possible d'utiliser ces réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Il est encore possible de les utiliser, même si, par exemple, Génération Identitaire en est banni. Romain Espino a quand même un compte. Il est quand même pas possible pour certaines personnes qui sont condamnées, multicondamnées par l'État français, comme Boris Lelay, d'avoir un compte Twitter. Donc, il y a encore la possibilité. Personnellement, moi j'ai un compte Twitter, j'ai déjà été plusieurs fois signalé par des personnes, voilà, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi et qui ne veulent pas que je m'exprime sur des tweets tout à fait anodins à mon sens, en tout cas qui reprenaient des éléments factuels. Et donc j'ai déjà des tweets qui ont été signalés et censurés et qui étaient donc invisibles, soit en France, soit supprimés tout court. Maintenant, mon compte Twitter personnel, il est toujours là, alors que les sujets que j'aborde sont parfois un peu polémiques. Mais en fait, si je suis toujours là et si d'autres sont encore là, c'est qu'ils ont réussi à suivre une ligne de conduite claire sur ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, sans laquelle, eh bien, finalement, tout le compte aurait été supprimé. Pour moi, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est tout d'abord, quand vous agissez sur des réseaux sociaux, c'est de cultiver votre volonté d'exactitude. Il faut être le plus rigoureux possible quand on s'adresse à des gens sur ces réseaux sociaux, quand on sait qu'on peut être signalé à n'importe quel moment. Il faut recouper ses sources avant de publier. Il faut les présenter dans votre publication si elle est potentiellement polémique pour vous éviter un signalement pour fake ou une attaque en vous demandant vos sources. Il faut donner une légitimité à vos propos. Il faut également, et c'est important, prendre en compte qu'on cherche à convaincre les spectateurs plus ou moins neutres. C'est-à-dire que l'outrance dans les mots, l'outrance dans l'attitude, peut être intéressante dans certains cas, mais il faut être conscient que les échanges sur le réseau Facebook et Twitter sont lus par des personnes neutres et aussi par les modérateurs, accessoirement. Il faut donc être factuel, précis, et si on veut aller dans la volonté d'outrance, il faut rester drôle, toujours. On doit partir du principe qu'on doit convaincre la personne neutre, et donc dans ce cas-là, naturellement, moi j'ai pas envie, ça pourrait passer comme un appel à l'autocensure, mais c'est pas vraiment ça. C'est surtout se convaincre, c'est surtout partir du principe qu'on est sur des réseaux sociaux pour convaincre des personnes, et pas forcément les personnes d'en face qui ne partagent pas du tout notre opinion et avec qui on s'écharpe. On est là pour convaincre celui qui regarde le débat.
Et puis, il s'agit aussi de plier pour ne pas rompre. Il faut bien comprendre qu'en France, je vous l'ai déjà dit, on vit dans une dictature de la pensée qui est hallucinante. Vraiment, on l'a vu avec l'indice Libertex Polémia 2018, qui est effarant. Il est donc fondamental de tenir compte de ce contexte pour éviter la censure. Là encore, je parle toujours sur les réseaux sociaux qui sont encore accessibles. Donc, il y a des termes qui aujourd'hui sont interdits par le politiquement correct, qui font débat dans certains milieux, comme par exemple le milieu scientifique, mais qu'il est interdit d'utiliser aujourd'hui en France. Et bien dans ce cas-là, il faut plier pour ne pas rompre, malheureusement, et il faut remplacer. C'est exactement, je crois que c'était Christian Courbaz qui disait ça, employer un mot pour un autre. Il faut accepter cette obligation. Et donc, il est important, quand on évoque certains sujets, notamment scientifiques, ou un peu durs, eh bien, d'employer des termes qui soient différents. En conclusion, je dirais qu'il est important de retenir 3 choses, parce qu'il y a plein de détails techniques que vous retrouverez sur le site de Polémia, hein, évidemment. Il y a 3 détails, enfin, il y a 3 choses à retenir. Il est fondamental d'utiliser des moyens techniques permettant de vous soustraire à l'emprise des GAFA et des États. Vraiment, c'est la base de la base, ne serait-ce que par simple volonté de préserver sa vie privée. Il est également fondamental d'utiliser et de développer des alternatives pour préparer l'après-censure. Et enfin, c'était le dernier acte de mes 3 points, il est fondamental, toujours, de plier pour ne pas rompre. Car de votre solidité et de votre résilience dépend l'avenir de tous les Européens. Merci.